Bonjour et bienvenue sur le forum en ligne de l'OMC. Le débat du jour, la crise alimentaire mondiale. L'envolée des prix des denrées alimentaires au cours des 2 dernières années constitue un des problèmes les plus pressants auxquels les gouvernements doivent faire face, et en particulier ceux des pays en développement. Il s'agit d'un phénomène complexe, aux raisons multiples, à la fois conjoncturelles et structurelles. Mais la raison qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est le rôle du commerce international. Pour discuter de ce sujet avec nous aujourd'hui, 2 experts. Monsieur Christian Haberli, chercheur à l'Institut du commerce international à Berne, et Monsieur Olivier De Schutter, rapporteur spécial auprès des Nations Unies sur la question du droit à l'alimentation. Olivier, est-ce que le commerce international a une part de responsabilité dans l'émergence de cette crise, mais aussi est-ce qu'il peut faire partie de la solution? Je crois que la question est difficile parce qu'au fond, cette crise, c'est une hausse brutale des prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, et que cette hausse, elle a un impact très grave. 100 millions de personnes sont conduites à l'extrême pauvreté en raison de cette violente montée des prix. Mais en même temps, cette hausse des prix, elle est une opportunité. Elle se situe dans un contexte où structurellement, les prix des denrées alimentaires baissaient sur les marchés internationaux en raison de soutiens très importants donnés par les pays industrialisés à leurs producteurs agricoles et de subsides à l'exportation qui avaient un impact déflatoire sur les prix des matières premières agricoles sur les marchés internationaux. En ce sens, la hausse des prix peut être une opportunité si nous avons les bonnes réactions en termes de politique publique. Est-ce que le commerce international des matières premières agricoles, l'amélioration du régime du commerce international est une solution? Moi, je crois qu'il faut être attentif à ceci, c'est que la question de la faim dans le monde n'est pas principalement liée à un volume insuffisant de production agricole. L'essentiel, c'est au fond la possibilité pour les personnes qui ont faim d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permet d'acheter les produits alimentaires qui sont disponibles sur le marché. Et la question est donc principalement une question de distribution et d'inégalité, et non pas une question de quantité de volume produit. Et c'est la raison pour laquelle certains des arguments qui sont mis en avant pour présenter la libéralisation du commerce des matières premières agricoles comme solution à la crise alimentaire, au fond, doivent être examinés avec un certain esprit critique. 3 arguments sont mis en avant en général. D'abord, la libéralisation du commerce international permettrait aux régions qui sont en surplus alimentaire d'écouler leurs produits vers les régions qui sont en déficit vivrier. En réalité, les matières premières agricoles, les denrées alimentaires, ne vont pas là où la demande se trouve, mais vont là où la demande solvable existe. Et l'on a des situations où des pays ont chez eux des personnes qui ont faim, des grands segments de la population qui ont faim, et qui malgré tout sont des exportateurs de matières premières agricoles. C'est par exemple le cas de l'Inde, qui exporte pour l'équivalent de 2,4 milliards de dollars en matières alimentaires, mais où il y a encore aujourd'hui 230 millions de personnes qui ont faim. Le deuxième argument qui est mis en avant, pour justifier que le commerce international des matières premières agricoles est une solution à la crise alimentaire, c'est au fond de dire cela va permettre à chaque pays de produire en fonction de son avantage comparatif. Ça va donc contribuer à l'efficience dans l'allocation des ressources et ceci, par conséquent, va permettre un plus grand volume de matières premières agricoles d'être produites. Ici, la question à poser, c'est évidemment à qui cette production va bénéficier. Quels seront les producteurs qui vont en réalité avoir l'occasion d'étendre leur production avec des marchés qui seront moins faussés par des soutiens internes ou des subsides à l'exportation. Et ici, la question importante à poser, c'est de savoir est-ce que ce sont les plus grands exploitants agricoles qui déjà ont un accès disproportionné aux ressources qui vont y gagner, ou bien est-ce que ce sont les petits producteurs qui sont 500 millions de familles, 2 milliards de personnes dans le monde vivant sur moins de 2 hectares de terrain qui vont bénéficier de cette libéralisation du commerce international. Et très honnêtement, la question n'est pas aisée à trancher, mais j'ai mes doutes quant à la capacité pour l'ouverture du commerce international de bénéficier à ceux-là. Et puis, troisième argument qui est mis en avant, il consiste à dire, au fond, le commerce international, c'est un facteur de croissance économique. Cela permet par conséquent de faire reculer la pauvreté, et c'est vrai qu'on a vu des régions entières sortir de la pauvreté grâce au commerce international, et par conséquent, la lutte contre la pauvreté permettra aux populations qui ont faim
devoir augmenter leur pouvoir d'achat et d'acquérir la nourriture disponible sur le marché. Ici encore, la question qui est à poser est de savoir si, sur le plan empirique, ceci va se vérifier. On peut avoir de la croissance économique qui en fait accroît les inégalités plutôt que réduire la pauvreté. On peut avoir des formes de croissance économique qui accentuent la dualisation du secteur agricole et marginalisent encore davantage les petits paysans, et ceci est à éviter à tout prix. Christian, quel est votre point de vue? Bien, c'est certainement le cas que le commerce ne peut pas résoudre une crise alimentaire, les règles du commerce. Mais les règles du commerce peuvent augmenter la sécurité alimentaire à l'avenir. Et cela, c'est de là qu'il s'agit. Nous sommes à un point crucial du cycle de Doha. Que va-t-il se passer sur la question à 1000 sous? Mais il faut bien dire, et notre analyse l'a montré, les modalités du mois de juillet 08 sur la table, dans une pure perspective de sécurité alimentaire, représentent bien un très grand pas en avant, mais également 5 pas en arrière. La bonne nouvelle, c'est que les réductions des subventions et des droits de douane dans les marchés des pays riches vont offrir la possibilité de nouvelles exportations des pays qui peuvent ainsi augmenter, améliorer leurs revenus. Et cela est un effet durable et salutaire. Il est également vrai que les concessions aujourd'hui sur la table des pays en état de développement de le faire ne seront pas très grandes vraisemblablement. Ils garderont leur possibilité d'ajustement structurel et de diriger leur politique alimentaire. Et les pays les moins avancés n'auront pas d'efforts à consentir. Donc ici encore, tout va bien. Malheureusement, et du mauvais côté, c'est que les restrictions à l'exportation, les taxes, les prohibitions qui ont été prises par une cinquantaine de pays au mois de janvier de cette année, c'est tout à fait normal quand le peuple a faim, on ferme la frontière, mais c'est contre le sens économique parce que la Banque mondiale l'a prouvé, ça augmente l'insécurité alimentaire dans le monde et ça ne réduit même pas les prix domestiques. Donc là, il y a un problème. Deuxième problème, l'aide alimentaire internationale. Il est proposé de créer une catégorie sûre pour cette aide alimentaire, au titre de laquelle pratiquement toutes les aides actuelles échapperont à tout contrôle de conformité avec les disciplines en matière de concurrence, de subvention à l'exportation. Et cette catégorie protégerait donc même les formes d'aide alimentaire que j'appelle non authentiques et qui sont autre chose en réalité que le placement d'excédents agricoles sur le marché mondial et en défaveur des concurrents compétitifs. En d'autres termes, j'ai ici un graphe du programme alimentaire mondial qui montre très clairement que les prix des matières premières, ici c'est le blé, ont augmenté, flamboyé l'année dernière, et l'aide alimentaire, le volume de l'aide alimentaire a baissé pour atteindre un record vers le bas. C'est scandaleux et ça prouve le mauvais rôle que joue, pas tout, mais beaucoup, l'aide alimentaire. Et les volumes, il n'y a rien à l'OMC qui permette, ce n'est pas une organisation d'aide, c'est vrai, mais à mon avis, il faudrait que la communauté internationale prenne un engagement de maintenir les volumes d'aide internationale au moment où les prix flambent, au moins cela. Durant les décennies, quatrièmement, les pays riches ont pu faire baisser les prix mondiaux avec leurs subventions. Ceci explique d'ailleurs pourquoi les agriculteurs dans les pays pauvres ne peuvent pas facilement augmenter aujourd'hui leur production, alors que les subsides ont baissé et que les prix ont augmenté. Pire, ces mêmes pays riches pourront continuer au même niveau à cibler leurs subventions sur des produits individuels pour maintenir leur part au marché, y compris pour produire de l'éthanol à partir de produits de base servant de nourriture chez les pauvres. Et enfin, comme il y a des perdants dans ce round aussi, il serait, à mon avis, nécessaire de s'engager pour un paquet d'aide au développement, au commerce, qui fait partie des engagements de Doha, quitte à être mis en œuvre dans d'autres organisations, sous d'autres formes, une vie bilatérale, peu importe. Mais cela, j'appelle les 5 pas, d'un point de vue sécurité alimentaire, négatif pour l'avenir, causé par éventuellement la conclusion du cycle de Doha. Voici un tableau plutôt négatif, critique. Pardon. Voici un tableau plutôt critique. Olivier, qu'en pensez-vous?
Oui, je pense que je partage beaucoup des points que Christian vient de mettre en avant. Je dirais que sur le premier point, c'est-à-dire que sur le fait que l'achèvement du cycle de Doha sera plutôt une avancée pour la sécurité alimentaire, la question décisive à se poser est de savoir, au fond, si ces opportunités que va créer un meilleur accès au marché, une réduction des mesures de soutien interne et une élimination des subsides à l'exportation, est-ce que ces opportunités, les fermiers, les paysans sont en mesure d'en bénéficier? Et là, il faut reconnaître que tous les paysans ne sont pas placés sur un pied d'égalité. Dans certains États, la politique de soutien à l'agriculture a plus ou moins continué ces dernières années et les agriculteurs bénéficient des infrastructures, des technologies, parfois des soutiens publics sous forme d'aide à l'achat d'intrants nécessaires pour bénéficier de ces opportunités. Malheureusement, dans beaucoup de pays en développement, l'agriculture est un secteur qui a été très largement négligé et les petits paysans en particulier n'ont pas d'accès au crédit, n'ont pas d'infrastructures qui permettent d'écouler leur production ailleurs que dans un périmètre très restreint. Et pour eux, ces opportunités, entre guillemets, que créera le cycle de Doha ne vaudront pas grand-chose. D'autant plus que beaucoup de ces agriculteurs sont dans des pays les moins avancés qui déjà avaient, du point de vue en tout cas des barrières tarifaires aux importations dans les pays industrialisés, avaient déjà un marché qui leur était en principe ouvert s'ils pouvaient en bénéficier. Et donc je crois que le point décisif, c'est au fond de savoir si cette ouverture du commerce international vers laquelle l'on tente d'arriver va s'accompagner de ce plan Marshall qu'il faut pour l'agriculture, notamment en Afrique subsaharienne, pour permettre à ces paysans d'en bénéficier et d'être mieux équipés pour faire face aux défis qui leur est posé. Vos commentaires sur ce dernier point? Entièrement d'accord, il faut un programme global qui implique tous les opérateurs et tous les gouvernements dans un sens de gouvernance globale. Et je pense que c'est seulement sous forme d'un programme complet qu'on peut adresser la question pour l'avenir. Olivier, un dernier aspect que vous aimeriez adresser? Oui, je crois que la situation paradoxale qui est la nôtre, c'est que la crise alimentaire est aujourd'hui attribuée à l'impact de l'ouverture du commerce international en matière d'agriculture. Et c'est vrai que beaucoup de paysans dans les pays en développement ont été frappés de plein fouet par des importations à très bas prix, à des prix qui en fait étaient des prix de dumping, qui les ont ruinés, qui ont rendu impossible le fait pour ces paysans de vivre de leur production. Et la question aujourd'hui qui est posée, c'est est-ce que par conséquent il faut mettre fin à ces distorsions du marché pour s'assurer qu'au fond les conditions de la concurrence soient plus équitables, ou bien est-ce qu'il faut revenir à une situation beaucoup plus de repli sur des marchés locaux régionaux en raison des différences de productivité très massives qui existent entre les pays industrialisés et leurs fermiers et les paysans des pays en développement, des différences de productivité qui vont de 1 à 2000 dans certains cas, rendant peut-être illusoire la mise en compétition de ces différentes formes d'agriculture. Christian, le mot de la fin. Le passage est difficile, mais je crois que malgré le fait que l'OMC soit une organisation de commerce et qui ne vise pas directement le développement des pays pauvres ou la sécurité alimentaire, il serait quand même souhaitable qu'un Development Round ne produise pas de dommages collatéraux pour les populations et les pays pauvres et augmente l'insécurité alimentaire dans le monde. En ce moment, je pense que les négociateurs ont le temps de revisiter les propositions sur la table. Merci beaucoup à nos deux experts et merci à vous d'avoir suivi ce programme.